Sous le ciel bleu, vole ton silence. Bonjour à tous, ça y est, on est de retour, enfin. Bonjour. Ça va? Oui, très bien. Tout va bien? Très bien. On réattaque dans un nouveau décor. Absolument. On est accueillis par le studio de BuzzLab. C'est chez toi ici maintenant. À peu près, oui. Ok, alors aujourd'hui on va parler d'endométriose. Vaste sujet, on a eu beaucoup de questions. Et on va faire comme d'habitude, on va commencer par poser un cadre et par poser les bases. C'est ça. On va te demander de nous définir l'endométriose, de nous donner des chiffres et de nous expliquer comment ça arrive. Parce que c'est une vraie question. Vraie question, oui. Alors, l'endométriose, c'est la présence du tissu endométrial en dehors de l'utérus. Ok. C'est peut-être déjà compliqué. Revenons en arrière. Le tissu Aujourd'hui. endométrial. Alors, il faut savoir que dans l'utérus, il y a 3 couches dans l'utérus. L'endomètre, c'est la couche la plus interne. Ok. Cet endomètre, il a, si tu veux, un rôle essentiel, c'est accueillir une grossesse, l'embryon. Donc tous les mois, cet endomètre se prépare à accueillir une grossesse. S'il n'y a pas de grossesse, cette couche de cellules se détruit et ça se manifeste par des règles. Ouais, ok. En principe, cette couche de cellules qu'on appelle donc l'endomètre ne se retrouve qu'au niveau de l'utérus. Ok. Ben, l'endométriose, c'est quand tu vas retrouver ces mêmes cellules dans des organes différents. Ça peut être l'ovaire, ça peut être la vessie, ça peut être les intestins, ça peut être plein d'autres organes. D'accord. Donc c'est la présence de ce tissu endométrial, Là où il ne doit pas être. là il ne doit pas être. Ok. Des chiffres. Alors des chiffres, on estime qu'entre 15 et 50 ans, à peu près 10% des femmes sont porteuses de l'endométriose, ce qui est énorme. Ah oui, c'est. Ce qui représente, absolument, ce qui représente en moyenne 200 millions dans le monde. Mais on est d'accord que les statistiques, rien qu'au niveau africain, sont largement sous-estimées. Puisque, Effectivement. Yep. donc on doit être bien plus que 10% en réalité. Ok. Et comment ça arrive en fait tout ça? Alors c'est une très bonne question, c'est justement là tout le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de réponses. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de théories qui sont évoquées pour expliquer un peu l'endométriose. Il y a un certain nombre de facteurs. La théorie qui semble être la plus probable, c'est ce qu'on appelle le reflux. Il faut savoir que ce sang, cet endomètre qui se détruit, est évacué à travers le col et ça se manifeste par des règles. Oui. On pense que ce reflux peut également passer dans la trompe. Oui. Il faut savoir que les trompes Oui. communiquent avec l'utérus. Oui. Et donc ce sang passe également dans la trompe. Et la trompe le déverse dans l'organisme. Ok. L'organe qui est le plus situé à proximité de la trompe, c'est l'ovaire. Et c'est bien pour ça que l'endométriose ovarienne est la plus fréquente. Ouais. Mais on pense également que ce reflux peut se retrouver au niveau de la vessie, au niveau des intestins, au niveau de la paroi abdominale, etc. C'est à peu près la théorie qui expliquerait la plus plausible, probable pour moi. C'est-à-dire que c'est un reflux de sang qui repasse à travers la trompe et qui conduit un peu comme un tunnel qui pourrait conduire ces cellules ailleurs. Sauf que, et c'est là que ça se complique pour nous, ce reflux est physiologique chez 90% des femmes. En gros, tout le monde a probablement un reflux, mais tout le monde ne fait pas d'endométriose. Ce qui suggère la présence d'autres facteurs de risque qui pourraient éventuellement expliquer le mécanisme chez certaines patientes et pas chez d'autres. Okay. On enchaîne sur les facteurs de risque? Oui, alors les facteurs de risque, il y en a plusieurs. Il ne faut pas oublier que l'endométriose, c'est une pathologie hormonodépendante. Okay. Cet endomètre ne vit que par la présence des hormones. Avant la puberté, il dort, et après la ménopause, il s'endort. Donc en fait, il ne dépend que des hormones. Et donc, tant qu'il va y avoir une production hormonale, cet endomètre va être actif, qu'il soit dans l'utérus ou ailleurs. Donc, le premier facteur, c'est ce facteur hormonal. On pense qu'il y a des femmes qui vont, pour des raisons quelconques, avoir une expression supérieure à la normale de ce taux d'hormones. D'accord. C'est pour cette raison que vous allez avoir, par exemple, chez certaines femmes, des signes pendant les règles qui vont être plus importants que d'autres. Les douleurs, les fameuses Absolument. douleurs importantes. L'autre facteur de risque, c'est les causes génétiques. Et ça, aujourd'hui, c'est acté. Il y a une composante génétique qui exposerait certaines femmes au risque de survenue d'endométriose. Et d'ailleurs, c'est un point important, parce qu'il faut que les femmes arrêtent de porter l'endométriose comme un fardeau,
personne ne choisit d'avoir Ouais. une endométriose. Elles portent cette pathologie comme si elles étaient responsables de l'avoir eue. Si c'est une cause génétique, Ouais, ben, elles on ne le en ont choisit hérité, pas. ouais. Absolument, on ne le choisit pas et c'est comme ça. Donc c'est important de déculpabiliser par rapport à cette pathologie. Et puis, troisième cause, on pense qu'il y a des facteurs immunitaires. Ce reflux dont je parlais tout à l'heure, qui quitte l'utérus et qui se retrouve sur un ovaire, par exemple, la réponse immunitaire de l'organisme reconnaît Et d'attaquer ça comme et un corps, d'attaquer, absolument, corps parce que étranger. finalement, ces cellules n'ont pas à être sur une vessie Ouais, ou sur un ovaire. ouais. Donc, la réaction physiologique, c'est de reconnaître ces cellules et de les détruire. Ah ben, chez certaines patientes, ou certaines femmes, ce mécanisme immunitaire fait défaut. Et donc, ces cellules qui sont vivantes vont continuer à se À se développer développer. et constituer ce qu'on appelle des îlots Oui. au lieu d'être détruites. Ok. Donc là, encore une fois, il y a des facteurs immunitaires qui sont en cause et qui expliqueraient que ces cellules ne soient pas détruites. Et puis enfin, dernier gros groupe de facteurs, c'est toutes les causes, et là, on va encore parler de perturbateurs endocriniens Oui. Externe. externes. Tous les facteurs qui sont susceptibles de perturber le Fonctionnement hormonal. moyen hormonal de la femme et donc entraîner une surexpression sont aujourd'hui reconnus et intégrés dans le mécanisme de survenue Tout ce d'une qui est endométriose. lié à l'environnement dans lequel Absolument. on vit, On l'air sait qu'on aujourd'hui, respire, absolument, les on a- cosmétiques, ce qu'on absolument. mange, voilà. Tous les perturbateurs endocriniens, qu'ils soient cosmétiques ou alimentaires, oui, interviennent. Oui. C'est clairement acté aujourd'hui. Ok, donc on a posé les bases et maintenant parlons des signes. Comment ça se manifeste? L'endométriose, il faut distinguer deux catégories de patientes, ou deux catégories de femmes. Il faudrait que j'arrête de dire patients. Mais, il faut savoir qu'il y a des endométrioses qui sont complètement asymptomatiques. Ok. Vraiment, aucun signe. Il y a des femmes qui sont porteuses d'endométriose et qui ne vont absolument avoir aucun symptôme. D'ailleurs, très souvent, le diagnostic n'est fait que de manière fortuite. C'est par exemple une femme qui va consulter pour infertilité et chez qui on va diagnostiquer l'endométriose. Donc, premier groupe de femmes, zéro symptôme. Deuxième groupe de femmes où on va avoir la fameuse douleur qui est très caractéristique. Mais moi, si tu veux, en consultation, il faut éviter d'insister sur le type de douleur parce que finalement, la douleur, ça reste quand même quelque chose de très subjectif. Absolument. Dans ce qu'on apprend, si tu veux, la douleur dans l'endométriose, elle est très typée. Mais en gros, il faut juste demander est-ce que vous avez mal et comment. Voilà. Donc cette douleur, elle peut être très variable. C'est une douleur classique de règles. On peut avoir des douleurs au moment des mictions, c'est-à-dire quand on va faire pipi, au moment d'aller aux selles. On peut avoir l'impression d'avoir le ventre qui littéralement explose parce qu'il y a une composante inflammatoire. C'est très souvent des femmes qui vont avoir le ventre hyper enflé au moment des règles, parce que l'inflammation déclenche aussi une douleur. Donc, d'une manière générale, douleur liée aux urines, aux selles. On peut avoir même des douleurs parfois au niveau des épaules, c'est très bizarre, mais ça existe comme ça. On appelle la scapulalgie, oui, absolument. Et puis, des douleurs qui sont liées souvent au rapport sexuel. Parce que selon l'endroit où ces îlots vont se loger, sur certains types de rapports, on peut avoir des douleurs qui sont exagérées. Le maître symptôme, c'est la douleur, mais il faut savoir qu'elle peut être liée à plein d'autres facteurs. Et donc, du coup, comment tu poses le diagnostic? Le diagnostic est posé parfois tout simplement à l'examen. Je vais donner un exemple tout simple. On peut avoir, par exemple, une endométriose ombilicale. C'est pas si rare. J'en ai reçu d'ailleurs pas très longtemps. Tu vas avoir le nombril qui va gonfler tous les mois au moment des règles. Il devient extrêmement douloureux parce qu'en fait, tu as des îlots de cellules qui sont logés au niveau du nombril. Et à chaque fois qu'il y a les règles, ben, ces îlots travaillent. Ça va faire mal, et donc ça fait une espèce d'abcès. Sauf que l'abcès, c'est pas du pus, c'est du sang. Donc à l'examen, parfois, ça suffit pour avoir une orientation sur le diagnostic. Sinon, c'est l'échographie. Principalement l'IRM, c'est aujourd'hui incontournable. Et parfois, ce qu'on appelle la celluloscopie. C'est, si tu veux, quand on met une caméra un peu dans le ventre, ce qui va nous permettre de chercher un peu la présence de ces cellules dans l'organisme, parce qu'elles prennent une coloration très particulière, c'est un peu bleu, violet, et quand on est dans le ventre, effectivement, on peut les retrouver sur les différentes zones assez facilement. Donc,
l'examen, échographie, l'IRM surtout, et puis parfois la celluloscopie, parce que la celluloscopie va aussi permettre de faire la stadification. Parce que l'endométriose, Elle a des stades. elle a des différents. stades. Ok. Le traitement est variable selon les stades, et la celluloscopie est un moyen diagnostique extrêmement important pour la stadification. Ok, donc c'est le double diagnostic. Absolument. Ok. Et parfois même le traitement aussi. Bah, ok, justement, parlons du traitement. Comment ça se passe? Alors, le traitement. Simplement. Simplement. De manière assez simple, on traite une endométriose, d'abord selon la présence ou non des symptômes, Ok. et puis surtout, ce qui devrait constamment orienter la stratégie thérapeutique, c'est-à-dire la manière dont on va traiter, c'est désir de grossesse, Ou pas. imminent ou pas. Ok. Pour faire simple, une endométriose chez une jeune femme de 25 ans qui n'a pas de symptômes et qui n'est pas dans un projet de grossesse imminent sera complètement différent d'un traitement quand on a 30 ans et qu'on est dans un projet de grossesse. Donc, Prenons les deux cas d'école. deux cas d'école. Soit j'ai mal, premier traitement, c'est il faut calmer la douleur. Ok. Et puis surtout, il faut mettre ce tissu endométrial au repos. Et la seule manière de mettre un endomètre au repos aujourd'hui, Les hormones. c'est les hormones, Ok. c'est la pilule. Ok. Il n'existe pas un traitement médical aujourd'hui qui permet de traiter l'endométriose. Ok. Alors ça me fait penser, je fais une petite digression vers justement, on a souvent des fois des jeunes filles, quand je dis jeunes filles, des ados, qui ont leurs règles, qui ont des règles ultra douloureuses et de manière, quand on va en parler comme ça, le médecin va prescrire une pilule, mais ça va être ultra mal vu par les parents parce que pilule égale contraception égale si. Alors est-ce qu'on peut rassurer quand même les parents et leur dire que c'est justement le seul moyen de calmer le symptôme de douleur et de quand même de permettre à une jeune fille d'avoir une vie normale? Une vie normale, c'est extrêmement important, parce que, mais ça, nous, on le voit assez régulièrement en consultation. C'est-à-dire que quand on propose une pilule, on en a parlé à un moment quand on a abordé la contraception, mais c'est vrai que la pilule, elle a connu aujourd'hui, on est passé d'un médicament miracle à c'est devenu un poison. Oui, on peut diaboliser, oui. Oui, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, on n'a pas d'autre moyen de calmer une douleur et le processus d'endométriose qu'avec la pilule. Il n'y a pas un médicament, ça n'existe pas encore. Et donner une pilule à une jeune fille ou une jeune femme qui a une endométriose permet de ralentir l'évolution de la maladie d'une manière considérable. Ok. Donc ça, c'est hyper important. Au-delà de soulager la douleur, on ralentit le processus. Oui, parce que le tissu endométrial ne se réveille Il se met au repos. Ouais, voilà. Il se met au repos, donc on a un processus qui est au repos, donc qui ne travaille plus. Donc, calmer la douleur, ça va être les antalgiques classiques, mettre une pilule, parce qu'elle nous permet de ralentir le processus. Ça, c'est le cas de la patiente endométriose, mais pas projet de grossesse. Ouais. Quand on est dans un projet de grossesse, ça change stratégiquement. Parce qu'on ne peut pas mettre le tissu Parce qu'on ne endométrial. peut pas, exactement, on ne peut pas donner une pilule à quelqu'un qui veut faire des enfants. Donc il faut très souvent accompagner ces femmes pour gérer la douleur et surtout leur proposer un traitement pour la conception. Donc ça D'accord. peut être un accompagnement dans l'aide à la procréation, mais on ne peut bien évidemment plus mettre le processus au repos. Il faut vraiment s'orienter vers la prise en charge de la fertilité. Donc un accompagnement, quoi. Un accompagnement. D'accord. Cet accompagnement, ça peut être dans un premier temps une chirurgie Ok, qui peut soulager les douleurs. ok. On sait aujourd'hui, les études sont assez claires, quand on fait une chirurgie, on peut réduire la symptomatologie à peu près de 50%, ce qui n'est pas négligeable. Oui. Sauf que cette chirurgie ne doit pas être itérative, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une chirurgie tous les 2 ans. Répéter, voilà, ok. Voilà. On fait une chirurgie quand on est dans un projet de grossesse et on sait qu'en opérant maintenant, il faudrait réfléchir à l'étape qui suit, à la conception. Ok. On ne fait pas de chirurgie uniquement pour oui, soulager une douleur. Une douleur, oui, effectivement. Voilà. Ok. Ok, donc, mais justement, dis-nous un peu plus. Quels sont les liens, s'il y en a, entre l'infertilité et l'endométriose? Alors, il faut savoir que chez un couple qui va bien, quand madame va bien, quand monsieur va bien, on en avait parlé, Oui. les chances de grossesse, 25%. Oui. Endométriose, c'est 10%. Si on reprend les différents
mécanismes, entre guillemets, qui conduisent à la survenue d'une grossesse, tu peux à chaque étape retrouver ce qui, dans l'endométriose, pose problème. D'accord. Une grossesse, ça commence par une ovulation. Oui. L'ovulation, c'est l'ovaire. Mhm. Si tu as une endométriose au niveau de l'ovaire, L'ovaire, oui, effectivement. elle te le paralyse Mécaniquement, un ouais, peu. Mécaniquement, il y a un problème. Voilà. Ok. Imagine que tu es un ovaire qui est, entre guillemets, occupé pour la 3/4 de l'endométriose. Ouais. La surface de l'ovaire restante n'est pas fonctionnelle. Oui. Ou en tout cas, pas très bien. Oui, bien sûr. Donc, le process de l'ovulation, déjà, il est altéré. Mhm. Deuxièmement, cette endométriose, elle touche aussi la trompe. Oui. Une fois que ton ovaire a ovulé, la trompe réceptionne l'ovule. Une endométriose qui touche l'ovaire, elle la paralyse un peu dans sa mobilité. Oui. Et donc, tu as une trompe qui ne sait plus retrouver l'ovule dans l'ovaire. Dans l'ovaire, oui. Deuxième étape. Oui. Troisième étape, on sait aujourd'hui que cet endomètre, chez une patiente qui a de l'endométriose, il est moins réceptif à la grossesse. Oui. Donc, une fois que l'embryon se pose sur l'endomètre, les risques de fausse couche sont un peu plus élevés. D'accord, ok. On va y arriver. Donc, malheureusement, à toutes les étapes de la conception, l'endométriose agit. Et on avait abordé le facteur immunitaire et inflammatoire. Oui, oui, oui. Donc, toutes ces choses-là font que la grossesse, même quand elle est là, il y a effectivement un risque de fausse couche qui est plus élevé. Ok. On en parlera. Mais donc, c'est endométriose ovarienne, ça pose problème sur l'ovaire, les Les trompes trompes. et l'endomètre en lui-même qui est Lui-même. supposé recueillir la grossesse. Ok. Donc dans ce cas-là, comme on a dit tout à l'heure, il y a un processus d'accompagnement qui est mis Oui. en place pour Oui, accompagner. c'est généralement la procréation médicalement assistée. C'est-à-dire qu'on accompagne ces couples. Tout dépend du niveau d'atteinte, Mhm. du degré d'atteinte. Ok. Quels sont les organes qui sont touchés? S'ils sont touchés, à quel degré? Ok. Qu'est-ce qui est susceptible de pouvoir être traité pour concevoir de manière naturelle? Naturel, ok. On a parlé de la chirurgie tout à l'heure. Il faut savoir que la chirurgie, elle peut aider dans certains cas à améliorer les chances de grossesse spontanée jusqu'à 50%, Ok. Pas mal. ce qui est pas mal, Mm. mais il ne faut pas justement qu'elle soit itérative. Mm. Lorsque cette démarche n'est plus possible, il faut très souvent passer par la procréation médicalement assistée. C'est très souvent la fécondation in In vitro. vitro. D'accord. Alors justement, dans le cas où, quel que soit ce qui s'est passé, ça s'est bien terminé et la patiente tombe enceinte. Mhm. Quel est l'impact de l'endométriose sur une grossesse? L'impact le plus péjoratif et grave, si tu veux, c'est le premier trimestre. Oui. On sait aujourd'hui que le risque de grossesse extra-utérine, il est 3 fois plus élevé. Ah oui, quand même. Absolument. Mais ça se comprend, parce qu'une grossesse extra-utérine, c'est très souvent une grossesse qui est bloquée dans une trompe. Oui. Et Si qui cette- n'arrive jamais, oui. Absolument. Si elle est mécaniquement atteinte. Exactement. oui, Donc ok. si cette trompe est atteinte par l'endométriose, Mm. il est logique que cet embryon n'a pas pu faire son transfert. Mm. Donc il y a un risque de grossesse extra-utérine qui est plus élevé. Et puis il y a un risque de fausse couche. On en profite pour faire le rappel sur la grossesse extra-utérine. Dès qu'on a un semi-doute sur le fait d'être enceinte, il faut consulter pour éviter, Absolument. pour savoir où est la grossesse et pour qu'on puisse agir Exactement. s'il y a un problème, parce que c'est l'urgence absolue en C'est gynécologie. l'urgence absolue en gynécologie. D'accord. C'est d'ailleurs, on va faire une digression, mais c'est pas très grave, hein, sur toutes les urgences chirurgicales, toutes spécialités confondues, Ah oui. absolument, la grossesse extra-utérine est dans le top 5. Oh, wow. Donc, retard de règles, ou règles pas comme d'habitude, Oui. avec un test de grossesse qui n'est pas Positif. très franchement positif ou pas très franchement négatif. Dès qu'on a un doute, Vous courez on à va l'hôpital. consulter pour voir, Absolument. quel que soit qu'on ait une endométriose, pas d'endométriose, dès qu'on est enceinte, enfin dès qu'on pense qu'on est enceinte, Absolument. on va Faut consulter, vérifier hein. pour voir si Tout va bien. tout va bien. Voilà. Donc, risque de fausse couche, il est plus élevé. Mm. Risque de grossesse extra-utérine est plus élevé. Mm. Une fois qu'on a passé ce fameux cap du premier trimestre, Oui. très honnêtement, le reste des complications s'aligne un peu chez Madame Tout-le-Monde. Oui, C'est-à-dire ok. qu'on a très souvent cru qu'il y avait plus de pathologies liées au placenta, il y avait plus de risques d'hémorragie, mais on n'a pas retrouvé en tout cas d'études qui le prouvaient de manière claire. De manière claire, ok. Donc, c'est le premier trimestre, une fois que le cap est passé. Ok, mais c'est très clair. J'espère. Bon, ben, merci. On a tout dit? Je pense qu'on a tout dit, oui. Très bien. Il faut quand même, on profite, Oui. on en parle aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas donné que des bonnes nouvelles, mais On moi, va nuancer un peu. on va nuancer un peu. C'est-à-dire que moi, très honnêtement, j'ai changé radicalement
ma façon de faire avec la manière dont on gère ces jeunes femmes qui viennent en consultation très souvent pour des règles douloureuses. Je deviens un peu, non pas alarmiste, mais je prêche un peu par excès. Oui. J'en viens même à me dire, toute femme qui présente des règles douloureuses, je la considère comme une endométriose jusqu'à preuve du contraire. Oui. Donc je vais jusqu'au bout du traitement, Comme du ça, dépistage, oui. pardon. Échographie quand c'est possible. Je fais beaucoup l'IRM. Et si je suis rassuré sur échographie IRM, je la bascule dans le groupe règles douloureuses, comme ça peut être le cas chez beaucoup de femmes. Et à ce moment-là, on envisage la suite de manière plus apaisée. Donc, ne négligez pas les règles douloureuses. Ceci dit, ne venez pas tout en consultation parce que vous avez des règles douloureuses, mais c'est un message aussi qui s'adresse à les professionnels de la santé, c'est-à-dire qu'il ne faut pas négliger cet aspect-là. Il vaut mieux prêcher par excès parfois et être rassuré sur l'absence d'endométriose, parce que si le diagnostic est fait tôt, on peut proposer une prise en charge qui va permettre de ralentir ce processus. Et une fois que les jeunes femmes ou les patientes ont cette information, il y a beaucoup de choses qui changent dans la tête. On envisage la suite de manière différente. Oui, bien sûr. On ne met plus sur la même balance les projets professionnels et les projets de bébé. Et c'est extrêmement important à mettre en place une stratégie, un plan de vie, c'est mieux d'avoir toutes les informations. Toutes les informations, parce qu'on envisage la suite d'une manière différente. Donc, il y a quand même des bonnes nouvelles. C'est qu'il faut faire le dépistage souvent très tôt. Et quand c'est le cas, on dispose quand même aujourd'hui de stratégies qui peuvent être positives selon l'étape à laquelle on les voit. Donc ça revient à tout, hein, à la raison pour laquelle on fait cette émission. Informez-vous, sachez ce qui se passe dans vos vies et dans votre corps. Et après, presque tout est possible tant qu'on sait. Le problème, c'est quand on ne sait pas où on va. Tant qu'on sait à temps. Super. Merci. Merci à toi. À bientôt.